Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cour sous Louis XIV à travers la plume de La Fontaine, avec la fable tirée du livre 8e, page 302, Le chat et le rat. Quatre animaux divers, le chat griffe-fromage, triste oiseau le hibou, ronge-maille le rat, dame belette au long corsage, toutes gens d'esprit scélérat, hantaient le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage. Tant y furent qu'un soir, à l'entour de ce pin, l'homme tendit ses raies. Le chat de grand matin sort pour aller chercher sa proie. Les derniers traits de l'ombre empêchent qu'il ne voie le filet. Il y tombe en danger de mourir. Et mon chat de crier, et le rat d'accourir. L'un plein de désespoir et l'autre plein de joie. Il voyait dans les lacs son mortel ennemi. Le pauvre chat dit, cher ami, les marques de ta bienveillance sont communes en mon endroit. Viens m'aider à sortir du piège où l'ignorance. C'est à bon droit que seul entre les tiens, par amour singulière, je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux. Je n'en ai point regret, et j'en rends grâce aux dieux. J'allais leur faire ma prière. Comme tout dévot, chat en use les matins. Ce réseau me retient. Ma vie est en tes mains. Viens dissoudre ces nœuds. Et quelle récompense en aurais-je? Reprit le chat. Je jure éternelle alliance avec toi, repartit le chat. Dispose de ma griffe. Ils t'en veulent tous deux, le rat dit. Idiot, moi ton libérateur, je ne suis pas si sot. Puis il s'en va vers sa retraite. La belette était près du trou. Le rat grimpe plus haut, il y voit le hibou. Danger de toutes parts, le plus pressant l'emporte. Ronge-maille retourne au chat et fait en sorte qu'il détache un chaînon, puis un autre, et puis tant qu'il dégage enfin l'hypocrite. L'homme paraît en cet instant, les nouveaux alliés prennent tout de la fuite. À quelque temps de là, notre chat vit de loin son rat, qui se tenait en alerte et sur ses gardes. Ah, mon frère, dit-il, viens m'embrasser. Ton soin me fait injure, tu regardes comme ennemi ton allié. Penses-tu que j'ai oublié qu'après Dieu je te dois la vie? Et moi, reprit le chat, penses-tu que j'oublie ton naturel? Aucun traité peut-il forcer un chat à la reconnaissance. S'assure-t-on sur l'alliance, qu'a faite la nécessité? La Fontaine vit loin de Versailles, et dans ce siècle classique du XVIIe siècle, il aurait plutôt tendance à s'opposer à la cour de Louis XIV, ou à en souligner les problèmes, ce qu'il a déjà fait à travers un bon nombre de fables du recueil. Excellent apologue, il met en scène des animaux. C'est ici le cas dans Le chat et le rat. Fable datant de 1678, personnage qu'il va employer dans le but de dénoncer certains des défauts dont la société de son époque est imprégnée. Nous allons voir à travers cette fable comment le fabuliste parvient-il à dénoncer l'hypocrisie de la société dans laquelle il vit et mettre à jour l'individualisme qui l'insère de toutes parts. Passons aux choses sérieuses, l'analyse en question. Dans la forme de cette fable, on peut noter qu'il n'y a pas tellement de morale explicite. On notera également un dialogue significatif du chat, à savoir « Je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux », à la ligne 20. Au début de la fable, on peut noter la présence de divers animaux. Le chat griffe-fromage, triste oiseau le hibou, ronge-maille le rat et dame belette au long corsage. Toutes gens d'esprit scélérat. Ligne 4. Toutes ces gens d'esprit scélérat, cela se réfère aux quatre animaux qui hantent le tronc pourri. On peut également signaler un dialogue significatif du rat. Dernière phrase du texte, à savoir « S'assure-t-on sur l'alliance qu'a faite la nécessité ?» Un soir, trait de l'ombre, ligne 6-7. Pour terminer la phrase, il semble pertinent d'également traiter la fable originale de Pilpay. Introduction de la fable originale, à savoir, il y a des circonstances dans la vie où l'on est forcé, non seulement de dissimuler avec son plus mortel ennemi, mais même de se lier avec lui. L'histoire du chat et du rat indiquera cette vérité à votre majesté. Page 62. Hélas, l'arbre de la reconnaissance ne porte plus de fruits. Page 68. Dialogue significatif du chat. Nous allons passer maintenant à l'analyse des axes explicites de notre fable. Pour le premier point, la dénonciation d'une société hypocrite. Dès le début de sa fable, La Fontaine présente d'emblée le caractère des animaux. Le chat porte le nom de Griffe-Fromage associé au chat qui marque son égoïsme. Comment ne pas penser par la suite à Gripsou, fameux personnage rival de Picsou dans les bandes dessinées iconiques et qui opte d'ailleurs un comportement tout aussi avare et individualiste, en sachant de plus que
Selon M. Kinner, le fromage, par le rapprochement qu'on peut en faire avec le soleil avec sa forme circulaire, représenterait le roi. Pourquoi pas y avoir des conseillers lèche-bottes intéressés par la fortune royale? Les candidats au poste seraient trop nombreux pour qu'on les cite tous. Ronge-maille, pour le rat, pourrait s'apparenter par l'adjectif ronger, aux conseillers rongeant la fortune du roi par des dépenses, aussi inutiles qu'excessives, qui sait. Les percepteurs d'impôts, ou usuriers criblant les populaces de dettes élevées, ou les taxant de manière abusive, rongeant non pas la fortune du roi, mais l'argent du peuple pourrait également s'y prêter. Les 4 animaux sont ainsi présentés de façon péjorative, La Fontaine nous en disant que tous sont d'esprit scélérat, toutes gens d'esprit scélérat si l'on se réfère au texte. Ces animaux, bien que vivant dans un même lieu, ici décrits comme un vieux tronc pourri, pour citer le texte, font preuve d'une hypocrisie dont La Fontaine se sert pour dénoncer la société de son époque. Il use pour cela de l'ironie, notamment à travers la phrase « Je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux », qui, remise en contexte, contraste avec le caractère haineux qu'a employé le chat envers ce dernier par le passé. Maintenant que l'intéressé, c'est le cas de le dire, se retrouve dans une situation problématique, pris dans un filet, il va user de tous ses artifices verbaux et de ses fausses promesses afin de montrer comment le chat va essayer de soudoyer, flatter et séduire le rat. La société que décrit La Fontaine est non seulement hypocrite mais également très individualiste. Et l'homme, tel un deus ex machina, intervient ici dans cette fable, posant ses filets pour mettre à jour les vices de tout ce monde. Rappelons la césure que provoque son arrivée, car présenté plus tard que les autres, l'homme tendit ses raies, l'homme parois en cet instant. Comme introduit dans le précédent paragraphe, une société individualiste. Le chat présente une argumentation qui révèle toute la bassesse de son caractère. Le chat et le rat s'opposent dans un échange pour le moins hypocrite et qui montre l'esprit individualiste de chacun d'eux. En effet, tous cherchent à défendre leurs intérêts propres pour se sauver de la situation présente, en effectuant des promesses qui, chacun des animaux le sait, ne seront jamais tenues. Jamais le rat ne profitera d'une protection quelconque de la part du chat. Le rat refuse au début l'aide du rat, mais finit par faire appel à lui pour sauver sa propre peau quand il se voit à son tour menacé. Les animaux cherchent à défendre leur peau, pensant uniquement à eux et à leurs intérêts propres. La Fontaine finit sa fable sur le dialogue suivant de la bouche du rat. S'assure-t-on sur l'alliance qu'a faite la nécessité, qui marque bien le dilemme de la situation. Que nous disait Pilpay dans son introduction à la fable originale? Il y a des circonstances dans la vie où l'on est forcé non seulement de dissimuler avec son plus mortel ennemi, mais même de se lier avec lui. L'histoire du chat et du rat indiquera cette vérité à votre majesté. La Fontaine use de la personnification et du symbolisme en mettant en scène ces 4 animaux qui lui permettent de dénoncer la société de son époque, mettant ainsi à jour son hypocrisie, ses vices et son individualisme de manière plus subtile qu'il ne pourrait le faire en usant des codes habituels. Il ne pourrait appeler le roi, en revanche, il peut toujours appeler un chat, même si ce dernier n'en est pas forcément un. Souvenons-nous qu'un rossignol n'est pas toujours un rossignol. Ainsi, la raison du plus fort est toujours celle qui gagne. C'est du moins la triste loi sur laquelle s'appuie la société dépeinte. Passons maintenant à un point important de notre fable, la corruption des valeurs. Cette idée de corruption des valeurs est ici reprise par l'état du tronc dans lequel ils vivent, qu'on nous dit en piètre état, le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage. Celui-ci, initialement chêne dans la fable originale, symboliserait le pain sacré, ayant ici en toute logique perdu ses valeurs, puisqu'il est pourri. Un dialogue du chat dans la fable originale oriente d'ailleurs sur ce point. Je cite « Hélas, l'arbre de la reconnaissance ne porte plus de fruits. » Les animaux en question, par leurs vices précédemment expliqués, semblent avoir corrompu la société, le pain dans lequel ils vivent, et cela pourrait signifier la mort des valeurs morales. On peut aussi tracer un parallèle avec l'arbre de la philosophie de Descartes. Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui en sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à 3 principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse, disait-il. Ce dernier représenterait donc l'arbre de la sagesse et de la connaissance, ici corrompus par leurs habitants, rongés par le vice. Pourrait-on y voir les libertins qui souillent la sagesse de leur cour par leurs vices, ce qui confirmerait notre idée.
Cela s'appliquerait potentiellement à Dame Belette, que l'on dit au long corsage. Ce symbole a priori sexuel ainsi que ce nom auquel on la rattache pourrait se rapprocher aux courtisanes, qui usaient pour certaines de leur corsage, soit de leurs atouts sexuels, pour s'attirer les faveurs de quelques nobles ou membres de la royauté. Cela nous amène à un deuxième symbole, l'obscurité. En effet, on retrouve à deux reprises cette dernière dans la fable. Un soir, près de l'ombre. Et ce dernier représente un déclin. On pourrait le mettre en parallèle avec le déclin des valeurs précédemment expliquées, et y avoir une référence à Ptolémée. Dans ce cas, le feu divin aurait été retiré aux hommes, les plongeant par conséquent dans le noir, dans un monde sans valeur, connaissance ou reconnaissance. Le hibou est lui symbole de nuit et de mort dans la littérature égyptienne, piste qui semble confirmer cette idée de mort des valeurs et de chute des hommes. Dans sa fable, Le chat et le vieux rat, le chat semblait vouloir se débarrasser des souris, et peut-être s'agit-il là du roi souhaitant se débarrasser de ses sujets. Pour citer le texte de la fable en question, ce chat exterminateur, il vouloir de souris dépeupler tout le monde, attrape les plus paresseux. On retrouvait donc une idée de punition, d'exclusion, et pourrait aussi par conséquent représenter le chat comme incarnation potentielle du roi, qui châtie et punit les plus paresseuses d'entre elles, soit les sujets rongés par le vice, la paresse en faisant partie, souhaitant vider la cour de ces mauvais sujets, thème qui semble cher à La Fontaine. Roi qui est ensuite pris dans les filets, soit pris au piège par l'homme que l'on a dit corrompu maintenant qu'il a perdu la lumière. Un roi tâchant de rétablir l'ordre dans une société déchue, mais qui finit par avoir raison de lui. Mais étant donné que ce dernier est lui aussi enclin au vice, son comportement est éprouvé hypocrite et individualiste, on peut donc comprendre que potentiellement La Fontaine appliquerait sa critique de corruption des valeurs à l'entier de la cour, le roi y compris. Si l'on développe un autre axe implicite, d'emblée, comme expliqué précédemment, La Fontaine nous laisse entendre que cette fable traite des mœurs de l'époque Louis XIVe, ainsi que des personnalités qui en font partie. 4 animaux sont mentionnés, le chat, le hibou, le rat, puis la belette. Premièrement, nous notons que le chat est le premier animal cité dans cette énumération, vers 1 et 2, témoignant ainsi de la supériorité que le chat détient par rapport aux autres animaux. Nous pouvons ainsi en déduire qu'il appartient à une caste sociale élevée de la société, tels que les nobles ou encore les seigneurs. Par ailleurs, l'auteur qualifie tous ces animaux de gens d'esprit scélérats. Il les décrit comme étant des personnes malveillantes, insinuant donc que nous ne pouvons nous fier à ces individus. De plus, nous pouvons relever un parallélisme contrasté entre le chat, un chasseur, plein de désespoir, et le rat, la proie, pleine de joie, dressant ainsi le portrait d'une subordination inversée. En effet, en pleine détresse, le chat se comporte de manière inhabituelle vis-à-vis du rat, présenté comme son seul libérateur dans cette situation. Il adopte un comportement hypocrite en rappelant au rat tout ce qu'il aurait présumément fait pour lui. Je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux, couvrant ainsi son passé dominateur et tous les vices qu'il a pu commettre. Il souhaite ainsi provoquer chez le rat une sorte de redevance d'obligation. Cette idée de domination est renforcée par l'impératif que le chat emploie pour s'adresser au rat. « Viens m'aider, viens dissoudre ces nœuds ». Le champ lexical de l'amitié est omniprésent. Ami, bienveillance, amour, alliance, démontrant que le chat, une fois confronté à une situation de détresse, feint des sentiments amicaux. Bien plus qu'allié, le chat élève le rat au rang de frère, c'est-à-dire qu'il le voit comme son égal, et semble immédiatement après avoir été sauvé reconnaissant de l'aide qui lui a été apportée. Cependant, le rat ne saurait être trompé. Il n'oublie pas que le chat est un être hypocrite, et lui rappelle alors que leur alliance n'est ni amicale ni fraternelle, mais fondée sur la nécessité. D'ailleurs, La Fontaine qualifie directement le chat par la posture indigne qu'il adopte dans cette fable, qu'il dégage enfin l'hypocrite. Dès lors, le rat établit une distance avec le chat, lui montrant par le biais de la morale qu'il est incapable de placer sa confiance dans une alliance peu fiable et fragile car fondée sur un moment de crise. La relation qui unit les deux personnages est en effet ici un simple échange de services, un sauvetage contre le droit d'être. Cet échange est ponctuel, contrairement à une alliance qui s'étendrait dans le temps, comme le promet le chat, éternelle alliance. Le chat prend même, pour témoin de sa parole, les dieux qu'il invoque au vers 21 et 50 afin de gagner la confiance du rat. Néanmoins, le naturel dans le chat ayant ici été établi par des divinités est de prendre pour proie le rat,
et rien ne saurait l'en retenir, pas même la reconnaissance et la gratitude d'avoir été sauvé. Comme piqûre de rappel, les activités animales décrites ici connotent des actions humaines. Le chat est grippe-fromage, il possède grippe, ce que le rat désire, l'objet de survie symbolisé par le fromage. Le rat, quant à lui, est réduit à une simple fonction de ronge-malle. Il n'a pour intérêt que celui de libérer le chat du filet dans lequel il tombe. On lit en filigrane une relation de subordination entre, d'un côté, un homme puissant, riche et conquérant, et de l'autre, un subordonné qui craint son supérieur hiérarchique. La position du conquérant par rapport à celle du subordonné lui fait oublier qu'il existe au-dessus même de la hiérarchie dans laquelle il se déploie, un supérieur, ici l'homme, qui dépasse tout pouvoir. Ainsi, la relation entre l'homme et le chat représente ici la notion de pouvoir véritable, car si le chat n'a rien à offrir à l'homme, pour monter à son rang, le rat a facilement trouvé faille dans la relation qui l'unissait à son supérieur. On lit dans le personnage du chat un homme confiant continuellement plus avide de pouvoir à mesure qu'il en a davantage, mais comme Icare dont les ailes de cire fondent une fois trop près du soleil, ce pouvoir n'est qu'une illusion, né au sein même de cet excès de confiance. On lit dans le personnage du rat également un homme rusé qui, plein de joie, profite de la situation de faiblesse de son supérieur. Si le rat peut porter le statut de victime, rappelons que tous ces gens sont d'esprit scélérat, selon La Fontaine. En effet, le rat n'a pas accepté l'offre du chat par pure bonté et miséricorde, mais parce qu'entouré de dangers de toutes parts, il n'eut pas d'autre choix que celui de prendre pour allié son ennemi. Il s'est ainsi montré rusé et non pas sot, comme le chat aurait pu s'y attendre en sous-estimant l'intellect du rat. Néanmoins, la situation de détresse dans laquelle le chat a trouvé des espoirs a révélé l'utilité du rat, son activité a une telle valeur que le chat ne pourrait vivre sans. Ainsi l'homme, aussi puissant soit-il, est dépendant de ceux qu'il considère comme inférieurs pour être capable d'assouvir un jour son besoin de supériorité. On pourrait ici penser à l'image d'un seigneur dont la richesse se construit sur le travail de ses sujets, ainsi que sur les taxes que ces derniers payent en guise de redevance pour la protection qu'il leur offre. Malgré tout, même si l'homme prend conscience de sa capacité à inverser la hiérarchie en sa faveur, il n'en reste pas moins méfié. Le rat se montre en alerte et sur ses gardes face au chat, qui pourrait rapidement être gagné par son naturel de prédateur. Ainsi, à travers ces deux personnages opposés, La Fontaine dresse le portrait d'une relation de domination. Cette relation, une fois mise à l'épreuve par un danger de mourir, se transforme en alliance, autrement dit, en relation interdépendante, mettant ainsi en exergue la fragilité du pouvoir que pensait détenir le chat. On peut donc lire dans ces comportements animaux une connotation morale. L'homme peut faire preuve d'hypocrisie afin d'obtenir service en retour, d'où la nécessité de se montrer méfiant et de se questionner sur les motivations d'un acte qui pourrait paraître, à première vue, bienveillant. Et voilà, le chat et le rat, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous disons à bientôt et merci pour votre écoute.